La famille, on nous dit, c'est une question de sang, d'ADN transmis de génération en génération. Mais qu'est-ce qui fait vraiment une famille? Un code génétique ou quelque chose de plus profond, bâti à coups de larmes et de rires, d'histoires du soir et de pansements sur des genoux écorchés, en étant là quand ça compte le plus? Boston, 2003. Rebecca Morgan ajustait les pivoines fraîches dans le vase en cristal sur la table de la salle à manger de son brownstone de Beacon Hill. À 32 ans, elle avait construit ce que beaucoup qualifieraient de vie parfaite, une carrière florissante de décoratrice d'intérieur auprès de l'élite de Boston, une magnifique maison parue dans Architectural Digest, et un mari dont l'étoile montante en droit des affaires n'avait d'égal que ses relations politiques. Elle caressa du doigt l'acajou sculpté de la table antique, un cadeau de mariage des parents de James. La table comptait 12 chaises. Un jour, espérait-elle, elles seraient toutes occupées par des enfants et des petits-enfants. Dîner de famille, fête de fin d'année, le joyeux chaos qu'elle avait toujours rêvé de créer. « Ça fait 10 minutes que tu arranges ces fleurs », dit James en arrivant derrière elle. Son reflet rejoignit le sien dans le miroir ouvragé accroché au mur. Tous deux, l'incarnation même de la réussite bostonienne, elle, avec son carré blond miel et sa robe griffée. Lui, avec son costume de marque et son sourire assuré. Il l'enlaça par la taille, posant son menton sur son épaule. Elles sont parfaites. Comme tout ce que tu touches. Rebecca se pencha contre lui. Le docteur Collins a appelé. J'ai rendez-vous cet après-midi. Les yeux de James rencontrèrent les siens dans le miroir. Bien. Peut-être qu'on aura enfin des réponses. Rebecca hocha la tête, essayant de calmer le papillonnement nerveux dans son estomac. Ils essayaient de concevoir depuis 2 ans, sans succès. Les premiers tests n'avaient pas été concluants. Aujourd'hui pourrait apporter des réponses, et espérons-le, des solutions. J'ai un bon pressentiment, dit James en l'embrassant sur la joue avant d'attraper sa mallette. Les gènes des Harrington sont solides. Ma mère a eu 4 enfants, tu te souviens? Ça prend juste un peu de temps. J'espère que tu as raison, dit Rebecca, se forçant à sourire. J'ai la réunion Maxwell, puis un verre avec le chef de cabinet du sénateur Wells. Je serai à la maison pour 20 heures. Il vérifia sa Rolex. Envoie-moi un texto après le rendez-vous. Rebecca acquiesca. Bien sûr. La porte se referma derrière lui, et le sourire de Rebecca s'effaça. Elle posa la main sur son ventre plat. Vide. Peut-être plus pour longtemps, espérait-elle. Elle avait imaginé la chambre d'enfant une 12aine de fois. Mur vert tendre, une fresque peinte à la main représentant une prairie, le berceau ancien qu'elle avait déniché dans une vente aux enchères à Concorde. Elle était prête, plus que prête. Le cabinet du docteur Collins était décoré dans des tons apaisants de bleu et de vert, mais Rebecca se sentait tout sauf apaisée, assise en face du spécialiste de la fertilité, essayant d'assimiler les mots qui tombaient comme des pierres entre eux. Insuffisance ovarienne prématurée, dit doucement le docteur Collins. Cela signifie que vos ovaires ont cessé de produire des ovules plus tôt que prévu. Mais je n'ai que 32 ans, murmura Rebecca. C'est rare à votre âge, mais ça arrive. Vos tests hormonaux le confirment. Je suis vraiment désolée, Rebecca. Il doit y avoir des traitements, des médicaments, des procédures. Rebecca se pencha en avant, agrippant son sac si fort que ses jointures blanchirent. Les yeux du docteur Collins étaient bienveillants mais réalistes. Avec ce diagnostic, les chances de concevoir naturellement sont inférieures à 5%. Même avec les traitements de fertilité les plus avancés, utiliser vos propres ovules serait pratiquement impossible. La pièce sembla basculer légèrement. Et le don d'ovocytes? La gestation pour autrui? Ce sont absolument des possibilités, acquiesça le docteur Collins. Beaucoup de couples fondent des familles de cette manière. Il y a aussi l'adoption. Vous avez des options, Rebecca. Options. Le mot résonnait creux tandis que Rebecca rentrait chez elle, hébétée, les larmes brouillant parfois sa vision. La beauté du Boston Common, qui commençait tout juste à fleurir avec le printemps, lui échappait. Tout ce qu'elle voyait, c'était la chambre d'enfant qui pourrait ne jamais exister. Elle se gara dans l'allée 2 heures avant le retour prévu de James. Assez de temps pour encaisser, respirer, trouver comment le lui dire. Elle se prépara un thé, laissant le rituel familier la calmer légèrement. Don d'ovocytes, mère porteuse, adoption.
Différents chemins vers la même destination. Ils pouvaient encore avoir leur famille. Quand la porte s'ouvrit à 20h30, Rebecca était assise dans le salon, les mains serrées autour d'une tasse de thé froid. « Désolée, je suis en retard », lança James. Le type de Wells est intéressé pour soutenir ma nomination judiciaire l'année prochaine, si je veux emprunter cette voie. Ça pourrait changer la donne. Il entra dans le salon, desserrant sa cravate, puis s'arrêta net en voyant son visage. « Rebecca, que s'est-il passé ? Qu'a dit le médecin ?» Rebecca leva les yeux, contemplant le beau visage de son mari, cherchant les mots justes. « James, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai une insuffisance ovarienne prématurée. Mon corps, il ne peut plus produire d'ovules viables. » James resta immobile, comme si l'air s'était solidifié autour de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas avoir d'enfant ? » « Je ne peux pas concevoir naturellement. Mes ovaires ont cessé de fonctionner correctement. Il doit y avoir des traitements, des médicaments. J'ai demandé. Le médecin dit que les chances sont quasi inexistantes, même avec un traitement. » James passa une main dans ses cheveux sombres. « On demandera un deuxième avis. Collins ne sait pas tout. J'ai fait des recherches tout l'après-midi. Le diagnostic est clair, d'après mes taux hormonaux. » Rebecca se leva, cherchant sa main. « Mais il y a d'autres options. On pourrait utiliser un don d'ovocytes, ou une mère porteuse, ou... Utiliser les ovules d'une autre femme ?» L'interrompit James, la voix étrange. « Donc l'enfant ne serait pas biologiquement le tien. » Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Rebecca. « Non, pas biologiquement. Mais je porterai le bébé. Ce serait toujours ton enfant biologique. » James s'éloigna, marchant vers la fenêtre qui donnait sur leur jardin soigneusement paysagé. « Et l'adoption ?» demanda-t-elle doucement. « Son dos serraidit. » Quand il se tourna, son visage avait changé d'une manière que Rebecca ne parvenait pas tout à fait à définir. « L'adoption ? Élever l'enfant de quelqu'un d'autre ? » « Notre enfant, » corrigea Rebecca. « Une fois adoptés, ils seraient nos enfants. » James secoua la tête. « Tu connais mes projets, Rebecca. Le cabinet, la nomination judiciaire, éventuellement la politique. J'ai besoin d'une famille complète pour mon image. Les enfants ne sont pas négociables. Ce serait toujours une famille complète. J'ai besoin de ma propre lignée, » dit James, la voix durcissant. « Mon héritage compte. Le nom Harrington signifie quelque chose dans cette ville. » Rebecca le dévisagea, l'incrédulité remplaçant sa détresse initiale. « Es-tu en train de dire que tu ne veux des enfants que s'ils te sont biologiquement apparentés ? » Je suis pragmatique. Ma trajectoire de carrière exige certaines choses. Une famille traditionnelle en fait partie. Traditional. La voix de Rebecca monta. Et l'amour, l'engagement ? Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens de ses vœux ? Le visage de James se ferma comme une porte. Je t'ai épousée pour fonder une famille, Rebecca. Une famille avec des enfants qui partagent mon ADN. Des enfants qui perpétueront le nom et l'héritage Harrington. Alors, qu'est-ce que tu insinues ? Que parce que je ne peux pas te donner d'enfant biologique, notre mariage est, quoi ? Nul et non avenu ? Je dis que nous voulons des choses différentes maintenant. Rebecca eut l'impression d'avoir été frappée. Maintenant ? Rien n'a changé dans ce que je veux. Je veux toujours une famille avec toi. Je nous veux toujours. Tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. La voix de James était étrangement calme, comme s'il discutait d'une affaire qui avait mal tourné. J'ai patienté pendant 2 ans. J'ai soutenu les rendez-vous, les traitements. Mais je dois me rendre à l'évidence. Mon horloge biologique tourne aussi. Un rire hystérique monta dans la gorge de Rebecca. Ton horloge biologique ? Tu as 34 ans. Et je veux être un père jeune et actif, pas élever des adolescents dans ma cinquantaine. Le monde de Rebecca s'effondrait. La pièce magnifiquement décorée devint soudain un décor de théâtre, aussi artificiel que l'homme qui se tenait devant elle. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu parles de notre mariage, de notre vie ensemble, comme si c'était une sorte de contrat avec des conditions. À bien des égards, le mariage est un contrat. Et les termes ont changé. Le lendemain matin,
Rebecca se réveilla au son des portes de placard qui s'ouvraient et se fermaient. Elle trouva James dans leur chambre, retirant méthodiquement des costumes des cintres et les plaçant dans une valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était rauque d'avoir pleuré jusqu'au sommeil. « Je vais rester au Mandarin oriental pendant un moment. Jusqu'à ce qu'on règle les choses. » « Régler quoi ? Savoir si tu peux supporter d'être marié à une femme stérile ? » Le mot était amer sur sa langue. James continua de faire ses valises. « Tu dramatises. C'est une question pratique. » « Pratique ?» Rebecca lui arracha une chemise des mains. Il n'y a rien de pratique à quitter sa femme le lendemain du jour où elle reçoit une nouvelle médicale dévastatrice. « Je suis désolée pour ton diagnostic, vraiment. Mais ça ne change pas mes besoins. » « Tes besoins ? » La voix de Rebecca se brisa. « Et mes besoins à moi ? Je viens d'apprendre que je ne peux pas avoir les enfants que nous projetions d'avoir. J'ai besoin du soutien de mon mari, pas de son abandon. » James ferma la valise à glissière, ses mouvements précis et contrôlés. « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour considérer nos options. »« Options » répéta Rebecca, la voix creuse. « Tu veux dire tes options ? Savoir s'il faut rester avec ta femme stérile ou trouver quelqu'un d'autre qui puisse te donner des enfants biologiques. » James ne nia pas. Et ce silence dit tout à Rebecca. Lorsque les papiers du divorce arrivèrent 3 semaines plus tard, Rebecca ne fut pas surprise, juste vide. Dans la froide salle de conférence du cabinet d'avocat de James, elle s'assit en face de l'homme qu'elle avait aimé pendant 7 ans, le regardant signer la fin de leur mariage avec le même stylo qu'il utilisait pour signer des contrats de plusieurs millions de dollars. « Je t'ai épousé pour fonder une famille, » dit James en faisant glisser les papiers sur l'acajou poli. « Pas pour adopter des enfants étrangers. » Rebecca le regarda vraiment, voyant pour la première fois l'ambition qui brûlait plus fort que tout amour qu'il aurait pu ressentir pour elle. « Ces étrangers auraient été nos enfants, James. La famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est une question d'amour. » James ajusta sa cravate. « Tu as le droit d'avoir ton point de vue. Et j'ai le droit d'avoir le mien. » L'arrangement financier fut généreux. James pouvait se permettre d'être magnanime avec l'argent. Mais le divorce social fut brutal. Leurs amis, principalement liés par le cabinet et les cercles politiques de James, choisirent leur camp. Rebecca se retrouva non invitée au gala de charité, au garden party, le calendrier social qui avait rempli sa vie. 2 mois après avoir signé les papiers du divorce, Rebecca les vit dans son restaurant préféré, James et Catherine Wilson, la fille de l'associé directeur de son cabinet d'avocats. Elle était belle, 10 ans de moins que Rebecca, et regardait James avec des yeux adorateurs. « J'ai entendu dire qu'elle est déjà enceinte », murmura l'hôtesse d'un ton d'excuse en conduisant Rebecca à une table éloignée du couple heureux. Ils annoncent leur fiançailles la semaine prochaine. Rebecca ne finit pas son repas. Elle laissa de l'argent sur la table et sortit, passant devant leur table sans être remarquée. Un fantôme dans sa propre vie. Cette nuit-là, elle se tint dans la chambre d'enfant qui ne le serait jamais, la pièce qu'elle avait gardée vide, en attente. Elle devait quitter Boston. Loin des chuchotements, des regards apitoyés, des cercles sociaux qui avaient serré les rangs contre elle. Loin de la possibilité de croiser James et sa jeune fiancée fertile. Elle appela un agent immobilier le lendemain matin, vendit le brownstone 2 semaines plus tard, emballa ce qui comptait dans sa voiture et laissa le reste pour la vente successorale. Boston avait été son rêve. Mais les rêves changent. Ou parfois, ils y sont forcés. Chicago, 2003. Le minuscule appartement du nord de Chicago n'avait rien à voir avec le brownstone de Beacon Hill. Un studio avec une kitchenette, une salle de bain où la porte heurtait les toilettes si on l'ouvrait trop grand, et une vue sur le mur de briques du bâtiment voisin. Mais c'était le sien, payé avec l'argent du règlement du divorce qui finirait par s'épuiser. Rebecca était assise en tailleur sur son nouveau futon IKEA, ordinateur portable ouvert, parcourant les offres d'emploi. Boston lui avait appartenu, sa liste de clients incluait des épouses de sénateurs, des PDG, des familles fortunées rénovant des demeures historiques. Chicago était différente, anonyme. Repartir de cero. Elle avait essayé d'appeler ses anciens clients pour des références, pour découvrir que l'influence de James s'étendait plus loin qu'elle ne l'imaginait. D'une manière ou d'une autre, le bruit avait couru que Rebecca Morgan était difficile, émotionnellement instable, peu fiable.
La campagne de dénigrement fut efficace. 3 agences de design l'avaient auditionnée, puis avaient mystérieusement retiré leurs offres. Très bien, marmonna-t-elle en fermant les listes des agences de design haut de gamme et en ouvrant un site de petits boulots. Je n'ai pas besoin d'eux. 2 jours plus tard, elle aidait un jeune couple de Wicker Park à choisir les couleurs de peinture pour leur premier appartement. Le travail payait une fraction de ce qu'elle gagnait à Boston, mais leur appréciation sincère pour ses conseils combla un petit vide dans son cœur. « Vous avez un tel œil, » dit la femme, serrant des échantillons de peinture. « Notre appartement va être magnifique. » Les petits contrats entraînèrent du bouche à oreille. Une consultation de peinture par-ci, un agencement de meubles par-là. Rebecca créa un site web présentant son portfolio de Boston. Elle imprima des cartes de visite chez un reprographe. Elle se démena comme jamais auparavant, acceptant des emplois que d'autres auraient pu considérer comme inférieurs à son expertise. 4 mois plus tard, elle reçut un appel d'un magasin de meubles familial local. « Nous avons besoin de quelqu'un pour concevoir des présentations de pièces », expliqua le propriétaire. « Rien d'extraordinaire, juste rendre nos modèles d'exposition attrayants. 20 heures par semaine, horaire flexible. » Ce n'était pas prestigieux, ce n'était pas particulièrement créatif, mais c'était un revenu stable qui prolongerait l'argent de son règlement. « J'accepte, » dit Rebecca. La routine l'aida. Travail, maison, dîner à emporter manger devant une télé abrutissante, parfois un film seul, s'endormir au son inhabituel de la circulation de Chicago, se réveiller, recommencer. Elle ignorait le vide qui l'accueillait chaque nuit, ignorait les magasins de vêtements pour bébés devant lesquels elle passait en allant au travail, ignorait les familles dans le parc le week-end. C'était sa vie maintenant. Elle s'adaptait. Jusqu'à la chambre d'enfant. « Nous avons besoin d'une pièce témoin pour notre nouvelle ligne de meubles pour enfants », expliqua son patron, conduisant Rebecca vers un coin vide du showroom. Lit superposé, bureau, rangement pour jouets. Rendez ça magique, quelque chose qui fera que les parents ouvriront leur portefeuille. Rebecca hocha la tête professionnellement. Un thème particulier en tête. Quelque chose de neutre en termes de genre, fantaisiste mais pas bébé. C'est pour les enfants du primaire. Pendant 3 jours, Rebecca se plongea dans la conception. Un thème forestier avec des dais de feuilles peintes au plafond. Un coin lecture sous le lit du bas, des veilleuses scintillant à travers le plafond feuillu, un bureau conçu pour ressembler à une cabane dans les arbres. Chaque détail était parfait. Quand ce fut terminé, elle se tint seule dans l'espace magique qu'elle avait créé. Pour des enfants qui n'existaient pas, qui n'existeraient jamais. Pas pour elle. Quelque chose se brisa en elle. Elle s'effondra sur la couchette inférieure, entourée de la scène forestière ludique qu'elle avait peinte, et pleura à chaudes larmes, des sanglots profonds qui semblaient venir du plus profond de son âme. Tout ce qu'elle avait retenu pendant 6 mois se déversa d'un coup, résonnant dans le magasin vide après la fermeture. « Bonjour ? Y a-t-il quelqu'un ? » Oh. Rebecca leva les yeux, mortifiée, pour trouver une petite femme asiatique se tenant dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude peinte sur son visage. « Je suis tellement désolée, » haleta Rebecca en s'essuyant les yeux. « Je pensais que tout le monde était parti. » « Je déposais des prospectus pour la collecte de fonds, » dit la femme en désignant la pile dans ses bras. Le propriétaire a dit que c'était d'accord. Elle hésita, puis entra dans la pièce. « C'est magnifique. C'est vous qui avez conçu ça ?» Rebecca hocha la tête, essayant de se reprendre. « C'est pour la nouvelle ligne pour enfants. » La femme s'assit à côté d'elle sur le lit superposé. « Je m'appelle Minute. Je suis assistante sociale au Centre pour l'enfance de Chicago. Nous aidons les enfants du système de placement familial. » Elle regarda autour d'elle. « Cette pièce, ce serait un rêve pour les enfants avec qui je travaille. » Rebecca s'essuya les yeux. « Merci. Je suis Rebecca. Et je suis désolée pour la crise. Ça a été une année difficile. » Min lui tendit un mouchoir de son sac. « Pas besoin de s'excuser. Nous avons tous nos moments. » Elle regarda Rebecca pensivement. « En fait, j'ai une proposition. Notre centre a besoin d'aide pour réaménager nos salles de visite, les rendre plus accueillantes pour les visites familiales. C'est du bénévolat, mais peut-être que ça vous intéresserait ? Vous avez clairement un don. » Rebecca cligna des yeux, surprise.
You. Oui, je pourrais aider avec ça. Marvelous. Min lui tendit une carte. Passez la semaine prochaine, je vous ferai visiter. Le Centre pour l'enfance de Chicago était logé dans une maison victorienne reconvertie à Humboldt Park. L'extérieur était d'un jaune joyeux avec des garnitures bleues, mais à l'intérieur, les pièces étaient institutionnelles et usées. Murs beige, meubles dépareillés, éclairage fluorescent qui bourdonnait et vacillait parfois. Nous faisons ce que nous pouvons avec notre budget, expliqua Min en faisant visiter Rebecca. Mais l'esthétique n'est pas la priorité quand nous luttons pour fournir les produits de base. Rebecca hocha la tête, cataloguant déjà mentalement des améliorations rapides et peu coûteuses. La peinture ferait une énorme différence, un éclairage plus doux, peut-être des meubles donnés. Nos salles de visite sont la priorité, dit Min en ouvrant une porte sur un espace censé faciliter la réunification familiale mais qui ressemblait plus à un bureau stérile. C'est ici que les enfants rencontrent leurs parents, travaillant souvent à la réunification. Nous voulons que ce soit sûr, confortable, comme à la maison. Je peux aider avec ça, dit Rebecca, les idées fusant déjà. Je pourrais appeler certains de mes contacts fournisseurs pour des dons. Au cours des semaines suivantes, Rebecca passa de plus en plus de temps au centre. Elle sollicita des dons de peinture auprès des quincailleries locales, convainquit son patron du magasin de meubles de donner des modèles d'exposition qui ne se vendaient pas, installa des lampes douces et des tapis colorés, peignit des fresques murales. Le travail comblait quelque chose en elle qui était vide depuis Boston. Ici, ses compétences en design ne servaient pas à impressionner des clients fortunés. Elles servaient à créer sécurité et confort pour des enfants qui n'avaient ni l'un ni l'autre. « Vous avez un don », lui dit Min un après-midi alors qu'elles admiraient une salle de jeu fraîchement transformée. Pas seulement pour le design, mais pour comprendre ce dont ces enfants ont besoin. Avez-vous déjà envisagé d'être famille d'accueil ? Le cœur de Rebecca se serra. Je ne pense pas être en position de. Une agitation dans le couloir l'interrompit. Des voix élevées, un enfant qui pleure. Min Superior. Nouvelle admission. Excusez-moi. Rebecca la suivit jusqu'au bureau principal où une assistante sociale à l'air harassé essayait de calmer 3 enfants. Un garçon d'environ 7 ans, une fille qui semblait en avoir 5, et un bébé de 10 mois hurlant dans un porte-bébé. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture hier, expliqua doucement l'assistante sociale à minute, aucun parent ne s'est manifesté. Nous avons besoin d'un placement d'urgence. 3 frères et sœurs. Min fronça les sourcils. Ça va être difficile. Nous n'avons pas beaucoup de foyers qui peuvent prendre une fratrie de cette taille. Ils devront être séparés, dit l'assistante sociale, la résignation dans la voix. Les Henderson pourraient prendre le bébé. Les Patel ont de la place pour un de plus, et nous trouverons une place pour l'aîné. Rebecca regarda les 2 enfants plus âgés se serrant la main, les épaules maigres du garçon rigides de tension alors qu'il essayait de réconforter sa petite sœur. Les pleurs du bébé devinrent plus désespérés. « Vous ne pouvez pas les garder ensemble ?» demanda Rebecca. « Ils viennent de perdre leurs parents. » Les assistantes sociales échangèrent des regards. « Nous essayons, » dit doucement Minute, mais trouver un placement pour 3 enfants ensemble, surtout avec un nourrisson, est presque impossible. Rebecca s'agenouilla au niveau des enfants. Le garçon la regarda avec lassitude, son bras protecteur autour de sa sœur. « Salut, » dit doucement Rebecca. « Je m'appelle Rebecca. Quels sont vos prénoms ?» Le garçon hésita. « Je m'appelle Michael. Voici Zoé. » Il désigna le bébé. Elle, c'est Emma. « Ce sont de beaux prénoms, » dit Rebecca. « J'aime la façon dont tu prends soin de tes sœurs. C'est vraiment courageux. » Le menton de Michael trembla légèrement avant qu'il ne redresse les épaules. « J'ai promis à maman de veiller sur elle. » Quelque chose changea dans la poitrine de Rebecca, une porte s'ouvrant là où elle pensait qu'il n'y avait qu'un mur. Elle regarda les 3 enfants, voyant soudain son propre reflet dans leur perte, leur incertitude, leurs besoins. La peur dans leurs yeux était la même peur qu'elle avait ressentie en signant ses papiers de divorce, en vendant sa maison, en recommençant dans une ville étrange. Personne ne devrait se sentir indésirable. Ni eux, ni moi. Et si Rebecca se leva, se tournant vers Minute, et s'il restait avec moi ? Juste temporairement, jusqu'à ce que vous trouviez un placement permanent pour tous les 3.
Les yeux de Min s'écarquillèrent. Rebecca, c'est une entreprise énorme. 3 enfants, dont un nourrisson. Et vous n'avez pas été agréée comme famille d'accueil. Je pourrais commencer le processus tout de suite, dit Rebecca, surprise par sa propre certitude. J'ai un studio, mais je pourrais déménager, utiliser une partie de l'argent de mon règlement. J'ai de la place dans ma vie, de la place dans mon cœur. Ce n'est pas si simple, commença l'autre assistante sociale. Je sais que ce n'est pas simple, interrompit Rebecca. Mais les séparer n'est pas simple non plus. Au moins, de cette façon, ils restent ensemble pendant que vous cherchez une solution permanente. Min l'étudia un long moment. Laissez-moi passer quelques appels. Par miracle, ou peut-être en raison du manque criant de familles d'accueil prêtes à prendre des fratries, Rebecca obtint un statut d'accueil temporaire d'urgence. Sa vérification d'antécédents fut accélérée, son appartement inspecté à la hâte. C'est très inhabituel, lui dit l'agent d'agrément. Vous devrez commencer immédiatement la formation appropriée pour parents d'accueil et trouver un appartement plus grand dans les 30 jours. Rebecca hocha la tête, signant formulaire après formulaire, les mains tremblant légèrement devant l'énormité de ce qu'elle entreprenait. Je comprends. Cette nuit-là, dans son minuscule studio bondé de berceaux empruntés et de matelas pneumatiques, Rebecca s'assit sur le bord de son futon, regardant 3 enfants endormis. Des étrangers qui étaient soudain devenus sa responsabilité. Michael dormait raidement, comme prêt à se réveiller au moindre bruit. Zoé avait finalement pleuré jusqu'au sommeil, serrant un lapin en peluche élimée. Bébé Emma, épuisée par des heures de pleurs, reniflait doucement dans le berceau portable. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» pensa Rebecca, la panique montant. « Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment être une mère. Je n'ai pas ce qu'il faut. » Puis Emma gémit dans son sommeil. Sans réfléchir, Rebecca tendit la main dans le berceau, frottant doucement le dos du bébé jusqu'à ce qu'elle se calme. Le simple geste, si instinctif, les calma toutes les deux. « Peut-être que je ne sais pas comment être une mère, » pensa Rebecca. « Mais je peux apprendre. Je peux essayer. Je peux les aimer. » Et à ce moment-là, quelque chose qui avait été brisé commença à guérir. Chicago, 2004 à 2005. Mademoiselle Morgan, êtes-vous consciente des défis que représente l'adoption de 3 enfants en tant que parent célibataire? La juge du tribunal des affaires familiales scruta Rebecca par-dessus ses lunettes de lecture, le scepticisme évident dans chaque ligne de son visage. Rebecca était assise bien droite dans la salle d'audience, 9 mois après que les enfants soient entrés dans sa vie. Ce qui avait commencé comme un placement d'urgence en famille d'accueil avait évolué en quelque chose de plus profond, de plus permanent. Quand aucun parent ne s'était manifesté pour réclamer la fratrie, Rebecca avait pris sa décision. « J'en suis pleinement consciente, votre honneur. J'ai suivi tous les cours de parentalité requis, les enquêtes sociales et les examens financiers. » « Oui, je vois ça. » La juge feuilleta le dossier. « Mais vos revenus sont préoccupants. Le conseil en décoration d'intérieur est imprévisible, surtout que vous n'êtes établi à Chicago que depuis un peu plus d'1 an. » Rebecca déglutit. « J'ai développé ma clientèle de manière constante. J'ai également mis en place une activité de conseil en design en ligne que je peux gérer depuis chez moi, ce qui me donne de la flexibilité pour la garde des enfants. » La juge hocha la tête, peu convaincue. « Et votre système de soutien ? L'enquête sociale ne mentionne aucune famille à Chicago. J'ai construit un réseau solide grâce au Centre pour l'enfance, à mon église et à un groupe de soutien pour parents célibataires, » expliqua Rebecca. Min Chan a fourni une lettre détaillant les ressources communautaires à notre disposition. La juge l'étudia. Mademoiselle Morgan, je weiß être franche. Les tribunaux préfèrent les foyers biparentaux avec des revenus stables et traditionnels. Vous vous proposez d'élever seuls 3 enfants traumatisés, dont un nourrisson, avec un revenu de freelance. Les chances sont contre vous. Rebecca es il pencha en avant. Votre honneur, je comprends vos préoccupations. Sur le papier, je ne suis peut-être pas la candidate idéale. Elle prit une profonde inspiration. Mais ces enfants ont déjà tout perdu. Leurs parents, leur maison, leur sentiment de sécurité. La seule chose qui leur reste, c'est d'être ensemble. Elle désigna l'endroit où Michael, Zoé et Emma étaient assis avec un tuteur désigné par le tribunal.
Michael fait des cauchemars où il ne trouve pas ses sœurs. Zoé a complètement cessé de parler lorsqu'elle était séparée de ses frères et sœurs pendant les séances de thérapie. Et Emma, elle apprend à ramper maintenant, et elle rampe directement vers Michael et Zoé à chaque fois. La voix de Rebecca se fit plus forte. « Votre honneur, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai assez d'amour pour eux trois. J'ai assez de détermination pour surmonter tous les défis auxquels nous serons confrontés. Et j'ai l'engagement farouche de garder cette fratrie ensemble, quoi qu'il en coûte. » Le silence se fit dans la salle d'audience quand elle eut terminé. La juge retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. « Mademoiselle Morgan, ce tribunal a vu de nombreux parents d'accueil bien intentionnés. Un bon cœur ne suffit pas toujours face aux réalités de l'éducation d'enfants traumatisés. Je le sais, votre honneur. Mais c'est par les bons cœurs que commence la guérison. » La juge remit ses lunettes, étudiant Rebecca un long moment. « Je mets cette affaire en délibéré. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour ma décision. » 7 jours d'attente angoissante. Cette nuit à regarder les enfants dormir, terrifiée à l'idée qu'ils lui soient enlevés, séparés, perdus pour elle. Le 8e jour, Rebecca retourna seule au tribunal, les mains tremblantes. Après un examen attentif de tous les facteurs, y compris l'intérêt supérieur des enfants à rester ensemble, les circonstances extraordinaires de leur placement et l'engagement démontré de Madame Morgan pendant la période d'accueil. La juge marqua une pause, regardant directement Rebecca. Ce tribunal accorde la requête d'adoption de Michael, Zoé et Emma Sullivan par Rebecca Morgan. Le souffle de Rebecca s'échappa d'un coup. « Merci, votre honneur. »« Merci. » La juge offrit un rare sourire. « Ne me remerciez pas encore, mademoiselle Morgan. Votre vrai travail ne fait que commencer. » Et ce fut le cas. La première année fut un tourbillon d'épuisement, d'anxiété financière et de moments de doute accablants. Leur nouvel appartement, un modeste 3 pièces dans un quartier populaire, grevait son budget. Les frais de garde d'Emma pendant que Rebecca travaillait menaçaient de l'écouler complètement, jusqu'à ce qu'une voisine, une enseignante à la retraite, propose de garder le bébé à un tarif réduit. « J'en ai élevé 5, dit Madame Abernathy en berçant expertement Emma sur sa hanche. « Un de plus, ça me garde jeune. » Rebecca travaillait frénétiquement pendant les heures où les enfants étaient à l'école et à la garderie, acceptant tous les contrats de design qu'elle pouvait trouver, développant son activité de conseil en ligne le soir, après le coucher des enfants. Certaines nuits, elle ne dormait que 3 ou 4 heures, carburant à la caféine et à la détermination. Le traumatisme des enfants se manifestait de différentes manières. Michael était hypervigilant, vérifiant les serrures plusieurs fois chaque nuit, amassant de la nourriture dans son sac à dos, refusant de perdre ses sœurs de vue au terrain de jeu. « Elles sont en sécurité, mon cœur », l'assurait Rebecca. « Nous sommes tous en sécurité maintenant. »« Tu n'en sais rien, » répliquait-il, les yeux trop vieux pour son âge. « Des choses horribles arrivent aux gens qu'on aime. » Zoé souffrait de mutisme sélectif, ne parlant qu'à Michael, et progressivement, à Rebecca à la maison. À l'école, elle était silencieuse, communiquant par des hochements de tête, frustrant ses enseignants et l'isolant de potentiels amis. Emma, trop jeune pour comprendre ce qu'elle avait perdu, était néanmoins affectée par le traumatisme ambiant. Elle était peau de colle, pleurant hystériquement si Rebecca quittait la pièce, se réveillant plusieurs fois chaque nuit. Il y eut des jours où Rebecca se demanda si la juge n'avait pas eu raison de douter d'elle. Des jours où le stress financier, les exigences émotionnelles et l'épuisement physique purent la faisaient tout remettre en question. Un mardi matin, 6 mois après la finalisation de l'adoption, tout s'effondra d'un coup. Le client qui devait $2000 à Rebecca pour un projet terminé annonça qu'il déposait le bilan. La machine à laver inonda la salle de bain. Emma fit une fièvre de 39,5 degrés Celsius. Et l'école appela. Michael avait frappé un autre garçon qui s'était moqué de lui parce qu'il n'avait pas de « vrais » parents. Rebecca s'assit sur le sol de la salle de bain, épongeant l'eau savonneuse pendant qu'Emma, fiévreuse, hurlait dans le berceau portable qu'elle avait installé pour la surveiller. La messagerie vocale de l'école tournait en boucle sur haut-parleur, la voix du directeur sévère demandant une réunion immédiate. Quelque chose en Rebecca se brisa. Elle laissa tomber la serpillière, enfouit son visage dans ses mains trempées et sanglota. Une petite main toucha son épaule. Zoé se tenait là, 5 ans, solennelle, offrant un lapin en peluche un peu sale.
Lapinou aide quand je suis triste. Murmura-t-elle, la voix rauque par manque d'usage. Rebecca leva les yeux à travers ses larmes vers la petite fille, si blessée, trouvant pourtant le courage de réconforter une adulte. Elle accepta le lapin, puis ouvrit les bras. Zoé se blottit contre elle sans hésitation. « On va s'en sortir », murmura Rebecca, ne sachant pas si elle rassurait Zoé ou elle-même. « D'une manière ou d'une autre, on va y arriver. » Cette nuit-là, après que la fièvre d'Emma fut tombée, après une conversation difficile avec Michael sur de meilleures façons de gérer les brutes, après que le réparateur de la machine à laver eut présenté une facture qui lui noua l'estomac, Rebecca prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à travailler ainsi, tiraillée entre trop de clients, toujours à se démener. Elle avait besoin de se concentrer, de construire quelque chose de plus durable, quelque chose qu'elle pourrait faire tout en étant présente pour les enfants. À 2 heures du matin, alimentée par le désespoir et l'inspiration, elle lança un site web, Roombiroom Design, décoration d'intérieur virtuel pour budget réel. Le concept était simple. Les clients enverraient des photos, des mesures et leur budget. Rebecca créerait des plans de design détaillés qu'ils pourraient mettre en œuvre eux-mêmes, étape par étape, achetant les pièces au fur et à mesure de leurs moyens. Elle cibla les jeunes familles, les primo-accédants, les gens qui ne pouvaient pas se payer les services traditionnels de décoration d'intérieur mais voulaient des maisons qui reflètent leur personnalité. Le prix était accessible, 250 $ pour un plan de pièces, une fraction de ses anciens tarifs, mais quelque chose qui pouvait être réalisé en quelques heures après le coucher des enfants. À sa grande surprise, le concept décolla. Une blogueuse maman présenta ses services, puis un site web sur l'habitat à petit budget. En 6 mois, elle avait un flux constant de clients virtuels, assez pour qu'elle puisse être plus sélective quant aux emplois en personne à accepter, se concentrant sur ceux qui offraient le meilleur salaire pour des heures limitées. Lentement, progressivement, la vie commença à se stabiliser. Il y avait encore des crises, les cauchemars de Michael, le silence de Zoé à l'école, l'anxiété de séparation d'Emma. Mais il y avait aussi des triomphes. Le premier de Michael à un projet scientifique, une maquette du système solaire que Rebecca avait aidé à reconstruire toute la nuit après que le chien du voisin eut renversé l'original. Les leçons de piano de Zoé, découvertes par accident lorsqu'elle s'était aventurée vers le piano d'un voisin lors d'une fête de quartier et avait déchiffré une mélodie simple à l'oreille. Les premiers pas d'Emma, faits avec assurance des bras de Rebecca à ceux de Michael, le lien fraternel visible dans la démarche déterminée du bébé et les larmes de fierté du garçon. Et l'entreprise de Rebecca, qui se développait grâce aux bouche à oreille et aux avis en ligne, fournissant un revenu suffisant pour qu'elle puisse enfin respirer un peu plus facilement. 2 ans après l'adoption, ils célébrèrent avec un voyage sur les rives du lac Michigan, un week-end dans un petit chalet de location payé avec des honoraires de design soigneusement économisés. Tandis que les enfants jouaient dans l'eau peu profonde, Rebecca s'assit sur la plage, regardant Michael aider Emma à sauter par-dessus de minuscules vagues, Zoé construisant méticuleusement un château de sable à proximité. « Ma famille », pensa-t-elle avec un sentiment d'émerveillement. Pas la famille que j'avais imaginée, mais la famille que j'étais censée avoir. Cette nuit-là, alors qu'elle bordait les enfants dans le petit chalet, Michael posa une question qui lui trottait manifestement dans la tête. « Maman ». Les mots donnaient toujours un frisson à Rebecca chaque fois qu'il les utilisait. « Es-tu triste de t'être retrouvée coincée avec nous au lieu d'avoir tes propres enfants ?» Rebecca s'assit sur le bord de son lit, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne suis pas coincée avec vous, Michael. Je vous ai choisis, tous les 3. Et vous êtes mes propres enfants. Mais on n'est pas sortis de ton corps. » Persista-t-il. Certains enfants à l'école disent que les enfants adoptés ne sont pas de vrais enfants. Ces enfants ne comprennent pas ce qui fait une vraie famille, dit fermement Rebecca. La famille, ce n'est pas de savoir de quel corps tu viens. C'est de savoir qui t'aime, qui est là pour toi, qui construit une vie avec toi. Elle écarta ses cheveux de son front. Toi et tes sœurs, vous êtes les enfants de mon cœur. C'est aussi réel que possible. Michael réfléchit à cela, puis hocha lentement la tête. Je suis content qu'on soit tes enfants. Moi aussi, mon cœur. Plus que tu ne peux l'imaginer. Au cours de la décennie suivante, leur petite famille s'épanouit. L'entreprise de design virtuel de Rebecca évolua en Morgan Family Design, une agence spécialisée dans les espaces familiaux. Elle embaucha 2 assistantes, puis 4,
puis ouvrit une petite boutique présentant des meubles et accessoires durables. Les enfants prospérèrent, chacun trouvant sa voie. Michael montra une aptitude pour les sciences et les mathématiques, sa nature protectrice se canalisant dans une fascination pour le fonctionnement des choses, la résolution systématique des problèmes. Au lycée, il remportait des concours scientifiques régionaux, son projet sur les systèmes de filtration d'eau abordable l'emmenant au final national. Le mutisme sélectif de Zoé s'améliora progressivement avec la thérapie, bien qu'elle restât de nature silencieuse. Sa voix, quand elle l'utilisait, sortait le plus clairement à travers la musique. Son jeu au piano évolua de mélodies simples à des compositions complexes, ses émotions trouvant leur expression dans les touches lorsque les mots lui manquaient. Emma, le bébé qui n'avait connu aucune vie avant Rebecca, devint une enfant exubérante avec un œil d'artiste. Elle portait un appareil photo partout à l'âge de 10 ans, documentant leur vie de famille, capturant la beauté des moments ordinaires que Rebecca aurait pu manquer. Leur maison, autrefois un appartement dépouillé meublé avec des trouvailles de seconde main, devint un espace chaleureux et créatif reflétant toute leur personnalité. Le coin de Michael rempli de livres et de modèles scientifiques, celui de Zoé avec son clavier et ses partitions, celui d'Emma avec des photographies et du matériel d'art. L'esthétique du design de Rebecca liait le tout, créant l'harmonie à partir de leur joyeux chaos. Ils ne retournèrent jamais à Boston. Rebecca construisit sa nouvelle vie, fermement enracinée à Chicago, laissant son passé dans le rétroviseur. Parfois, elle voyait le nom de James Harrington dans les nouvelles. Devenu associé dans un cabinet prestigieux, nommé juge, mentionné comme une étoile politique montante avec une famille parfaite à ses côtés. Chaque fois, elle ressentait un pincement momentané, non pas de regret, mais de quelque chose comme de la pitié. Malgré tout son succès, James avait manqué ça, la réalité désordonnée, imparfaite et glorieuse d'aimer des enfants exactement tels qu'ils étaient. Pendant 10 ans, Rebecca garda son passé privé. Les enfants savaient qu'elle avait été mariée auparavant, que son ex-mari vivait à Boston, que le mariage s'était mal terminé. Mais elle leur épargna les détails, le rejet qui la hantait encore parfois dans les moments calmes. Elle avait construit quelque chose de beau à partir de ce chagrin d'amour, quelque chose de réel, quelque chose qui comptait plus que n'importe quel héritage ou lignée ne le pourrait jamais. Jusqu'au jour où tout revint en boucle, comme si le destin fermait un cercle. Chicago, 2023. Maman, TUSV-Broschüre du mit? J'en ai besoin pour la réunion avec le conseiller d'orientation, appela Michael de sa chambre, le son des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment ponctuant sa question. Rebecca leva les yeux de son ordinateur portable où elle finalisait les plans de rénovation d'une aile d'hôpital pour enfants. Regarde sur le porte-revue dans le salon, tu la lisais hier soir. À 17 ans, Michael la dépassait maintenant, sa silhouette dégingandée et ses yeux sérieux rappelant le garçon solennel de 7 ans qui s'était autrefois autoproclamé protecteur de ses sœurs. Mais une décennie de sécurité et d'amour avait adouci sa lassitude en une confiance réfléchie. Emma déboula dans la cuisine, appareil photo à la main, comme toujours. « Maman, il faut que tu signes cette autorisation. Le magazine d'art de l'école veut utiliser ma série de photos sur la rénovation urbaine. » « C'est merveilleux, ma chérie, » dit Rebecca en acceptant le formulaire de sa fille de 15 ans. L'œil artistique d'Emma s'était développé en un réel talent, ses photographies montrant une profondeur au-delà de son âge. Zoé entra la dernière, silencieuse comme toujours, bien que plus sélectivement muette. À 16 ans, elle se déplaçait dans le monde avec une grâce douce, ses émotions s'exprimant le plus librement à travers la musique qu'elle composait. « N'oublie pas que j'ai le récital samedi », rappela-t-elle à Rebecca. Le professeur Winters pense qu'un recruteur de Berkeley pourrait y assister. « C'est sur le calendrier, surligné en doré », l'assura Rebecca en lui embrassant le sommet de la tête. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le chaos matinal d'une maison avec 3 adolescents était une symphonie que Rebecca avait appris à diriger. Autorisation signée, déjeuners emballés, emploi du temps coordonné, trajets organisés. Les enfants effrayés qui étaient entrés dans sa vie étaient devenus de remarquables jeunes adultes, chacun avec ses propres rêves prenant forme. Trouvé. Michael émergea triomphalement avec la brochure du MIT. « Maman, j'ai aussi fait des recherches sur d'autres écoles à Boston. Harvard a un programme de bio-ingénierie incroyable, et il y a ce stage d'été au Massachusetts General. » Rebecca se figea légèrement à la mention désinvolte de Boston.
Boston? Je pensais que tu te concentrais sur les écoles de Chicago, ou peut-être la Californie. Michael haussa les épaules, glissant la brochure dans son sac à dos. Boston a la plus forte concentration de programmes scientifiques de haut niveau du pays, et les opportunités de recherche sont incroyables. Chicago a aussi d'excellents programmes, dit Rebecca, essayant de garder une voix légère. Northwestern, l'université de Chicago. Je sais, mais je veux ratisser large, dit Michael. Et puis, je ne suis jamais allé sur la côte est. Ce serait une nouvelle aventure. Avant que Rebecca ne puisse répondre, Emma intervint. Si Michael va à Boston, on pourra lui rendre visite. J'ai vu des photos incroyables de l'architecture historique. Ce serait parfait pour mon portfolio. Rebecca reusit un sourire qui sembla crispe. On verra. Les hivers de Boston sont rudes. Vous préférerez peut-être le soleil de la Californie. Zoé, perspicace comme toujours, étudia le visage de sa mère. Maman, tu n'aimes pas Boston pour une raison particulière. Non, ce n'est pas ça, dit rapidement Rebecca. C'est juste. Il y a tellement d'options à considérer. Les enfants échangèrent des regards, cette communication silencieuse qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Bon, je garde mes options ouvertes, dit finalement Michael. Les candidatures ne sont pas à rendre avant des mois de toute façon. La routine matinale reprit, le moment passant alors que les enfants rassemblaient leurs affaires et sortaient. Michael et Zoé pour le lycée, Emma pour son école d'art. Rebecca les regarda depuis le seuil de la porte alors qu'ils marchaient vers l'arrêt de bus, le bras de Michael nonchalamment posé sur l'épaule d'Emma alors qu'il la taquinait à propos de quelque chose, Zoé souriant tranquillement à leur plaisanterie. « Mon monde entier », pensa-t-elle. Quand ont-ils grandi si vite ? La question de Boston persista tout au long de la journée pendant que Rebecca travaillait sur des projets clients. Elle avait réussi à éviter la ville pendant 20 ans, construisant une nouvelle vie, une nouvelle identité, aussi loin de James Harrington qu'elle le pouvait. L'idée que Michael soit là-bas, croisant peut-être James ou sa famille. Elle repoussa cette pensée. Michael méritait toutes les opportunités. Elle ne laisserait pas son passé dicter son avenir. Ce soir-là, Rebecca était assise à la table de la salle à manger, examinant des contrats pendant que les enfants faisaient leurs devoirs. La domesticité confortable de la scène Emma dessinant. Zoé avec des écouteurs en train de travailler sur une composition, l'ordinateur portable de Michael ouvert sur des recherches la remplissait d'un contentement tranquille. Jusqu'à ce que la voix de Michael brise le silence. « Maman, qui est James Harrington ?» Le stylo de Rebecca se figea au milieu d'une signature. Elle leva les yeux pour trouver Michael fixant l'écran de son ordinateur portable, son expression confuse. « Quoi ?» Sa voix lui parut étrange. « James Harrington, répéta Michael. Je cherchais des stages juridiques à Boston et son nom est apparu en tant que juge d'État. Mais ensuite, j'ai trouvé ce vieil article sur. » Il s'interrompit, ses yeux rencontrant les siens. « Sur toi et lui. Votre annonce de mariage dans le Boston Globe. » La pièce devint immobile. Emma posa son carnet de croquis. Zoé retira ses écouteurs. « Michael, pourquoi fais-tu des recherches sur mon ex-mari ?» demanda Rebecca prudemment. « Je n'en faisais pas, dit-il. Je le jure. Son nom est apparu dans un article sur les stages judiciaires, et quand j'ai lu sa biographie, il mentionnait son premier mariage. Le nom de Rebecca Morgan a attiré mon attention. Alors j'ai cherché vos deux noms et j'ai trouvé l'annonce de mariage. Puis d'autres articles. » Rebecca posa son stylo, ses mains soudainement tremblantes. « Que as-tu trouvé d'autre ?» Michael hésita, jetant un coup d'œil à ses sœurs. Il y avait une mention dans les pages mondaines de votre divorce. Et puis une annonce de son mariage avec Catherine Wilson 6 mois plus tard. Et l'annonce de la naissance de leur fils 7 mois après ça. La douleur familière, atténuée par les années mais jamais complètement disparue, palpita brièvement dans la poitrine de Rebecca. « Je vois. »« Maman, » la voix d'Emma était hésitante. « Tu ne parles jamais de ta vie à Boston, ni de ton ex-mari. » Il n'y avait pas grand-chose à dire, dit Rebecca. Nous nous sommes mariés jeunes. Ça n'a pas marché. J'ai déménagé à Chicago pour prendre un nouveau départ. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Insista Michael.
Ces articles donnent l'impression que vous étiez ce couple de pouvoir parfait à Boston. Il était un avocat en pleine ascension, tu étais une designer recherchée par l'élite de la ville. Que s'est-il passé? Rebecca regarda les 3 visages qu'il observait avec attente. Elle les avait protégés de cette vérité, ne voulant pas qu'ils se sentent jamais comme des seconds choix ou des remplaçants pour les enfants biologiques qu'elle ne pouvait pas avoir. Mais ils n'étaient plus des enfants. Et les secrets avaient tendance à devenir plus lourds avec le temps. Le mariage a pris fin parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants biologiques, dit-elle doucement. On m'a diagnostiqué une insuffisance ovarienne prématurée. James voulait des enfants. Ses propres enfants biologiques. Pour perpétuer le nom et l'héritage Harrington. Quand il a appris que je ne pouvais pas lui fournir cela, il est parti. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Le visage de Zoé devint complètement immobile. Michael avait l'air foudroyé. « Il t'a quitté parce que tu ne pouvais pas avoir de bébé ?» demanda finalement Emma, la voix fluette. Rebecca hocha la tête. Il a dit que l'adoption n'était pas une option. Il avait besoin de sa propre lignée. Les mots avaient toujours un goût amer, même 20 ans plus tard. « Mais c'est horrible, » dit Michael, ses mains se crispant en poing sur la table. « Quel genre d'homme fait ça ?»« Un homme ambitieux, » dit simplement Rebecca. James avait une vision très spécifique de sa vie et de sa carrière. Une famille traditionnelle avec des enfants biologiques faisait partie de cette vision. Quand je n'ai pas pu remplir ce rôle, il a trouvé quelqu'un qui le pouvait. « C'est pour ça que tu nous as adoptés ?» demanda Zoé doucement. « Parce qu'il t'a fait sentir que tu n'étais pas assez sans enfant. » « Non, » dit fermement Rebecca, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. « Ne pense jamais ça. Je vous ai adoptés parce qu'au moment où je vous ai vus tous les 3, j'ai su que vous étiez mes enfants. Mon cœur vous a reconnus avant que ma tête ne comprenne. » Elle regarda chacun d'eux à tour de rôle. « Le rejet de James m'a fait profondément mal, oui. Mais il m'a aussi libérée pour vous trouver. Pour construire la famille que j'étais censée avoir. » Michael fronçait toujours les sourcils devant son ordinateur portable. « Alors ce type, quoi? Il t'a juste échangé contre un modèle plus jeune qui pouvait lui donner des bébés? » Rebecca Grimoka. C'est un peu simpliste, mais essentiellement, oui. Catherine était la fille de l'associé directeur de son cabinet d'avocats. Leur mariage était avantageux professionnellement aussi bien que personnellement. « Et maintenant, c'est un juge important ?» demanda Emma, l'indignation colorant sa voix. « Tribunal d'État, oui. D'après ce que j'ai pu comprendre au fil des ans, il a eu beaucoup de succès. » Rebecca ne mentionna pas les occasions où elle avait vu son nom cité comme candidat potentiel à des postes plus élevés, les photos de lui avec des sénateurs et des gouverneurs lors de collectes de fonds. Michael tourna son ordinateur portable, montrant une page web. « Il est plus qu'un simple juge maintenant, maman. Il est candidat au Sénat de l'État. » Rebecca sentit un frisson. L'écran affichait un site de campagne, juge James Harrington pour le Sénat du Massachusetts. Famille, intégrité, résultats. Un James souriant, plus âgé, distingué, avec des touches de gris aux tempes, se tenait avec Catherine et 2 enfants d'âge universitaire, un fils et une fille. La famille politique parfaite. Son slogan de campagne est « Valeurs familiales, responsabilité fiscale », lut Michael, la voix durcissant. Il y a toute une section ici sur son engagement envers les liens sacrés de la parentalité et les structures familiales traditionnelles. Emma fit un bruit de dégoût. « Hypocrite, vous dites ? Il a littéralement abandonné sa femme parce qu'elle ne pouvait pas avoir de bébé et le voilà qui parle de caractère et de tenir ses engagements. » Michael continua de faire défiler le site web. Il est dit qu'il organise un grand gala de collecte de fonds pour sa campagne au Ritz-Carlton de Boston le mois prochain. Toute l'élite politique de l'État y sera. Zoé, qui était restée silencieuse, leva soudain les yeux. « As-tu déjà souhaité pouvoir dire aux gens la vérité sur lui? Sur ce qu'il a fait ?» Rebecca réfléchit à la question. « Au début, oui. J'étais en colère et blessée. Mais avec le temps, j'ai réalisé que bien vivre était sa propre récompense. Construire cette famille avec vous 3 a été plus épanouissant que n'importe quelle vengeance ne pourrait l'être. » Les enfants échangèrent un autre de leurs regards,
cette communication silencieuse qui l'excluait parfois. « Quoi ?» demanda Rebecca, reconnaissant les signes d'une idée en gestation. « Rien », dit Michael trop rapidement. « C'est juste. » C'est injuste qu'il puisse se réinventer en ce champion des valeurs familiales alors qu'il a jeté son mariage à la poubelle à la minute où c'est devenu difficile. « La vie est souvent injuste », dit doucement Rebecca. « Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous aigrir. » La conversation dévia sur d'autres sujets, mais Rebecca remarqua que ses enfants étaient inhabituellement silencieux pour le reste de la soirée. Lorsqu'ils se retirèrent dans leur chambre, elle put entendre le murmure des voix alors qu'ils se déplaçaient entre leurs portes, discutant de quelque chose avec intensité. Une semaine passa. Michael cessa de mentionner les écoles de Boston à table, bien que Rebecca remarquât des brochures du MIT et des catalogues de Harvard toujours éparpillés dans sa chambre. Les enfants semblaient avoir abandonné le sujet de James Harrington, à son grand soulagement. Jusqu'à ce qu'elle trouve l'invitation. Elle ramassait le linge dans la chambre de Michael quand elle l'aperçut sur son bureau, une élégante carte de couleur crème avec des lettres dorées en relief. Le comité pour l'élection du juge James Harrington vous convie cordialement à une réception de gala au Ritz-Carlton de Boston. Son cœur rata un battement. Pourquoi Michael aurait-il une invitation au gala de collecte de fonds de James? Elle la ramassa, la tournant entre ses mains. Elle semblait authentique. Pas quelque chose imprimé à partir d'un site web. Dessous, il y avait un autre document. Un email d'acceptation pour un stage d'été avec la campagne Harrington pour le Sénat. Rebecca s'affaissa sur le lit de Michael, ses jambes soudainement chancelantes. Que se passait-il? Michael avait-il postulé pour un stage avec la campagne de son ex-mari? Pourquoi ferait-il ça? Elle trouva un troisième document. Un email de confirmation d'un hôtel de Boston réservant une chambre pour 3 nuits, les dates coïncidant avec le gala de James. Elle était toujours assise là, les papiers sur ses genoux, quand Michael rentra de l'école. « Maman !» Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son sac à dos sur une épaule. Ses yeux tombèrent sur les documents dans ses mains, et son expression passa de la surprise à la détermination. « Je peux expliquer. »« S'il te plaît, fais-le, » dit Rebecca doucement. Michael posa son sac à dos et s'assit à côté d'elle sur le lit. « Après ce que tu nous as dit sur lui, sur la façon dont il t'a traité, nous ne pouvions pas laisser passer ça. Ce type se présente aux élections sur une plateforme de valeurs familiales alors qu'il a abandonné sa femme au moment où elle était la plus vulnérable. »« Nous ?» demanda Rebecca, bien qu'elle sût déjà. Michael hocha la tête. « Zoé, Emma et moi, nous en avons parlé. Et nous avons élaboré un plan. »« Un plan ?» répéta Rebecca, catégorique. « J'ai postulé pour le stage de campagne en utilisant mes qualifications académiques. Avec mes prix scientifiques et ma moyenne, j'étais un candidat parfait. Ils ne savent pas que je suis liée à toi. J'utilise le nom de famille de papa, Sullivan. » Rebecca le dévisagea. Michael se référait rarement à lui-même par le nom de son père biologique. « Tu les as délibérément trompés pour obtenir ce stage. »« Je n'ai pas menti sur mes qualifications, » dit Michael sur la défensive. « J'ai juste omis notre lien. »« Et la réservation d'hôtel? L'invitation au gala ?» Michael prit une profonde inspiration. La campagne donne des billets pour le gala aux stagiaires. C'est une grande opportunité de réseautage. Zoé s'est arrangée pour jouer au gala par l'intermédiaire de son professeur de piano, qui a des relations avec le milieu artistique de Boston. Et Emma a postulé pour un poste de photographe par le biais de son programme artistique, pour documenter l'événement pour un magazine local. Rebecca se sentit prise de vertige. Alors, vous trois, vous vous êtes introduits par manipulation dans cet événement, dans quel but exactement? Nous ne prévoyons rien de dramatique, assura Michael. Nous voulons qu'il nous voie. Qu'il voie la famille que tu as construite sans lui. Les enfants dont il a dit qu'ils n'étaient pas assez bien parce qu'ils ne porteraient pas son précieux ADN. Rebecca se leva, arpentant la petite chambre. Ce n'est pas votre combat, Michael. Ce qui s'est passé entre James et moi, c'était il y a 20 ans. Mais il profite toujours de l'image qu'il s'est créée, argumenta Michael. Il se présente sur des valeurs familiales alors qu'il n'en a montré aucune. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas toujours juste ou équitable.
Ça ne veut pas dire qu'on devrait laisser des gens comme lui réussir en mentant sur qui ils sont vraiment. Rebecca se tourna pour faire face à son fils, voyant dans sa défense passionnée des échos de sa propre jeunesse. Et qu'espérez-vous accomplir exactement? L'embarrasser publiquement? Créer une scène qui pourrait se retourner violemment contre vous? Nous ne voulons pas créer de scène, dit Michael. Nous voulons juste être là. Être vus. Être un rappel silencieux de la famille qui l'a rejeté. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Et peut-être, nous pensions que tu voudrais être là aussi. Pour lui montrer que son rejet ne t'a pas brisé. Que tu as construit quelque chose de beau sans lui. Rebecca sentit les larmes menacées. L'amour derrière leur plan mal avisé la toucha profondément, même si le potentiel de désastre l'alarmait. Vous auriez dû me parler d'abord. Aurais-tu accepté? Non, admit elle. Probablement pas. C'est pourquoi nous ne te l'avons pas dit. J'ai besoin de réfléchir à ça, dit Rebecca en rassemblant les papiers. Et j'ai besoin de parler à tes sœurs. Ce soir-là, Rebecca convoqua une réunion de famille. Emma et Zoé admirent leur participation au plan, toutes deux aussi déterminées et impénitentes. Il t'a fait du mal, maman, dit Emma avec ferveur. Il t'a jeté comme si tu n'étais rien. Et maintenant, il prétend être ce parangon des valeurs familiales. Tu as tout fait pour nous, ajouta Zoé, sa voix calme se renforçant d'émotion. Tu nous as gardés ensemble quand le système voulait nous séparer. Tu as travaillé si dur pour nous donner des opportunités. Tu mérites une justification. Rebecca regarda ces trois jeunes gens remarquables, leurs visages illuminés d'un amour protecteur pour elle. Comment pouvait-elle expliquer que l'opinion de James Harrington avait cessé de compter pour elle il y a des années? Que la famille qu'ils avaient construite ensemble était une justification suffisante. Mais en regardant leurs visages déterminés, elle réalisa que cela ne la concernait plus seulement elle. Cela les concernait eux. Leur identité, leur parcours, leur besoin d'affronter l'homme qui avait jugé l'adoption comme un moyen inacceptable de construire une famille. Si nous faisons ça, dit-elle lentement, nous le faisons avec dignité. Pas de scène, pas de confrontation. Pas de manipulation au-delà de ce que vous avez déjà mis en branle. Trois visages s'illuminèrent. Tu es d'accord? Demanda Michael, incrédule. J.Y. reflexis. Corrige a Rebecca. Mais d'abord, je veux savoir exactement ce que chacun de vous a prévu. Pas de surprise. Alors qu'ils exposaient leur stratagème, Michael travaillant en coulisses comme stagiaire de campagne, Zoé jouant du piano pendant la réception du gala, Emma photographiant l'événement, Rebecca dut admettre que c'était astucieux. Ils avaient trouvé des moyens légitimes d'être présents au gala, en utilisant leur véritable talent. Et que se passera-t-il quand il me verra? Demanda Rebecca. Parce qu'il me reconnaîtra, même après 20 ans. Les frères et sœurs échangèrent des regards. C'est un peu le but, dit Emma. Nous voulons qu'il voie que tu as réussi, que tu es confiante, et que tu as construit une famille incroyable. La chose même qu'il a dit que tu ne pouvais pas avoir sans lui. Rebecca soupira. Et vous ne pensez pas que c'est mesquin? S'accrocher à une rancune vieille de 20 ans? Ce n'est pas mesquin de défendre la vérité, argumenta Michael. Il se vend comme quelque chose qu'il n'est pas. S'il n'était pas entré en politique, peut-être que ça n'aurait pas d'importance. Mais il demande aux gens de lui faire confiance sur la base de valeurs qu'il a lui-même trahies. Rebecca regarda ses trois enfants, si passionnés, si protecteurs, si déterminés à réparer un tort qu'ils estimaient lui avoir été fait. Il ne s'agissait pas vraiment de James, réalisa-t-elle. Il s'agissait d'eux, revendiquant leur place dans son histoire, affirmant qu'ils étaient une vraie famille, aussi réelle que n'importe quelle famille biologique. Très bien, dit-elle finalement. Mais on fait ça à ma manière. Pas d'embuscade, pas de confrontation publique. On y va, on est vu, on repart avec notre dignité intacte. D'accord? Trois têtes hochèrent solennellement. Et si à un moment donné je dis qu'il est temps de partir, on part. Pas de discussion. D'accord? D'accord, dirent-ils en chœur. Rebecca sentit un flottament d'ansieté. Après 20 ans, elle retournait à Boston, dans le monde qu'elle avait quitté. Et elle le faisait sur le territoire de James Harrington. C'était de la folie. Pourtant, quelque chose en elle répondit au défi.
Peut-être était-il temps de clore ce cercle. D'affronter l'homme qu'il avait autrefois jugé indigne parce qu'elle ne pouvait pas porter ses enfants. De lui montrer la famille qu'elle avait construite sans lui. Pas par vengeance, ni même par justification. Mais pour clore le chapitre. Pour ses enfants. Et peut-être, enfin, pour elle-même. Boston, 2023. Le Ritz-Carlton de Boston scintillait d'une élégance vieille fortune. Du genre que Rebecca avait autrefois navigué avec une aisance consommée lors de sa première vie dans cette ville. Maintenant, debout dans la suite d'hôtels qu'elle partageait avec ses filles, elle lissa la robe bleue nuit qu'elle avait choisie pour la soirée, combattant le papillonnement de nerfs dans son estomac. « Tu es magnifique, maman », dit Emma, ajustant sa propre robe noire simple, assez professionnelle pour son rôle de photographe d'événements, assez élégante pour le gala. Zoé acquiesça, élégante dans une robe argentée appropriée pour une pianiste concertiste. « Tu n'as pas l'air nerveuse du tout. » Rebecca sourit avec ironie. « Alors mes talents d'actrice se sont améliorés avec l'âge. » Michael frappa et entra, paraissant étonnamment adulte dans son costume sombre. Un instant, Rebecca ressentit un pincement. Il ressemblait de profil à son père biologique, le père qu'il avait perdu trop jeune. Mais la détermination de sa mâchoire, la façon protectrice dont il regardait sa mère et ses sœurs, c'était tout lui. « L'équipe de campagne est déjà en bas », rapporta-t-il. Le juge Harrington et sa famille font un accueil privé avec les principaux donateurs avant l'événement principal. Il vérifia sa montre. « Zoé, tu devrais descendre, les musiciens se rassemblent. » Zoé hocha la tête, prenant son petit sac de soirée. « N'oubliez pas, je joue pendant le cocktail et ensuite de nouveau quand les discours commenceront. Et je circulerai pour prendre des photos sur le vif, » ajouta Emma en vérifiant son appareil photo. Le rédacteur en chef du Boston Art Carterly attend un reportage photo complet. Rebecca s'émerveilla du sang-froid de ses enfants, de leur planification minutieuse. « Et toi, Michael, quel est ton rôle ce soir ? » J'aiderai à coordonner les présentations des donateurs, je m'assurerai que les remarques du juge sont chargées dans le téléprompteur, et je serai globalement une présence efficace et invisible. Il sourit. Le directeur de campagne m'adore déjà, il a dit que je suis le stagiaire le plus organisé qu'ils aient jamais eu. Malgré son anxiété, Rebecca ressentit une vague de fierté pour ces trois jeunes gens remarquables. Rappelez-vous simplement notre accord. Nous sommes ici pour être vus, pas pour créer une scène. La dignité avant tout. Ils hochèrent la tête solennellement. Michael et Zoé partirent les premiers, descendant pour prendre leur position. Emma s'attarda, ajustant la sangle de son appareil photo. « Tu es sûre de vouloir faire ça, maman ?» demanda-t-elle doucement. Il n'est pas trop tard pour reculer. Rebecca prit une profonde inspiration, considérant la question. Était-elle prête à affronter James après toutes ces années ? À se tenir dans une pièce pleine de l'élite de Boston, dont beaucoup l'avaient connue dans sa vie antérieure ? À risquer la douleur de vieilles blessures qui se rouvrent ? Elle pensa au site de campagne de James, au langage moralisateur sur les valeurs familiales et l'engagement. Elle pensa aux trois enfants qui avaient planifié toute cette opération par amour pour elle, par désir d'être reconnue comme une vraie famille. « J'en suis sûre, » dit-elle finalement. « Certains cercles ont besoin d'être fermés. » La salle de bal était transformée pour la soirée, brillant d'un éclairage subtil qui mettait en valeur les détails architecturaux tout en flattant les riches et influents participants. Rebecca s'arrêta à l'entrée, observant la scène, lustre en cristal, serveurs en veste blanche avec des plateaux de champagne, les puissants de Boston en costumes sombres et robes de créateurs, tous réunis pour soutenir la candidature de James Harrington au Sénat. De sa position, elle pouvait voir Zoé au piano à queue, ses doigts fins se déplaçant avec grâce sur les touches alors qu'elle jouait un morceau classique de bon goût. Emma circulait avec son appareil photo, professionnelle et discrète, capturant des moments sur le vif. Et là, de l'autre côté de la pièce, près d'une petite scène, se trouvait Michael, bloc-notes à la main, conférant avec une femme plus âgée qui semblait être la coordinatrice de l'événement. Ils s'intégraient parfaitement, ces enfants, comme s'ils appartenaient à ce monde raréfié. Et puis elle le vit. James Harrington se tenait au centre d'un petit cercle d'admirateurs, toujours séduisant à 54 ans, ses cheveux sombres maintenant distingués par du gris aux tempes. Il rit à quelque chose que quelqu'un dit, sa main reposant nonchalamment sur le dos de sa femme,
Catherine, toujours élégante, toujours belle, toujours l'épouse politique parfaite. 20 ans. 20 ans qu'il l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu'elle n'était pas assez, sans la capacité de porter ses enfants biologiques. 20 ans à construire une vie sans lui, à lui prouver qu'il avait tort de toutes les manières qui comptaient. Rebecca prit une coupe de champagne d'un serveur qui passait et entra pleinement dans la salle de bal. Elle ne s'approcha pas immédiatement de James. Au lieu de cela, elle circula lentement en périphérie, s'imprégnant de l'atmosphère, hochant parfois la tête à un visage qu'elle reconnaissait vaguement. Quelques personnes la regardèrent avec une confusion momentanée, un visage familier qu'ils ne parvenaient pas tout à fait à situer. Elle étudiait une grande affiche de campagne Harrington pour le Sénat, valeurs familiales, responsabilité fiscale, quand elle sentit le regard de quelqu'un sur elle. Se tournant légèrement, elle trouva Catherine Harrington la fixant de l'autre côté de la pièce, son sourire parfait vacillant alors que la reconnaissance se faisait jour. Rebecca hocha légèrement la tête, levant sa coupe de champagne dans un petit salut. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Elle se pencha vers James, lui murmurant quelque chose à l'oreille. James se tourna, scrutant la foule jusqu'à ce que ses yeux trouvent Rebecca. Le choc sur son visage valait presque le prix d'entrée. Un long moment, leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée. 2 décennies s'effacèrent en un instant. Rebecca vit la lueur d'incrédulité, l'incertitude momentanée, le calcul rapide derrière ses yeux alors qu'il essayait de déterminer ce que signifiait sa présence. Puis sa formation politique reprit le dessus. Il murmura quelque chose à Catherine, lui tapota le bras d'un air rassurant, et commença à se frayer un chemin à travers la foule vers Rebecca. Elle resta où elle était, le laissant venir à elle. Son cœur battait la chamade, mais elle garda une expression composée, sirotant une petite gorgée de champagne alors qu'il s'approchait. « Rebecca », dit-il quand il l'atteignit, sa voix contrôlée mais la tension évidente dans la posture de ses épaules. « C'est inattendu. »« Bonjour, James », répondit-elle, satisfaite que sa voix restât stable. « Tu as l'air bien. »« Les Okestava. » Ses yeux parcoururent son visage, cherchant des indices sur ses intentions. « Merci. Tu es remarquable. Je ne savais pas que tu étais de retour à Boston. »« Juste de passage, » dit-elle. « Quand j'ai entendu parler de ta campagne sénatoriale, j'étais curieuse. »« Je vois. » Son sourire de politicien n'atteignit pas ses yeux. « Eh bien, c'est gentil de ta part de soutenir la campagne, bien que je doive admettre, étant donné notre histoire, que je suis un peu surpris. »« Vraiment. » Rebecca Hauser ou Ensursel. J'ai toujours cru qu'il fallait reconnaître la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Le sourire de James S.L. Crespa. Peut-être pourrions-nous parler en privé? Il y a une pièce calme juste à côté du. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, l'interrompit Rebecca doucement. Je ne suis pas ici pour perturber ta soirée, James. Je suis ici pour en être témoin. Avant qu'il ne puisse répondre, la coordinatrice de l'événement s'approcha, Michael un demi-pas derrière elle. Juge Harrington, les principaux donateurs sont rassemblés pour la photo, et ensuite nous commencerons le programme officiel dans 10 minutes. La coordinatrice désigna la scène. Merci, Margaret. J'arrive tout de suite. Les yeux de James ne quittèrent jamais le visage de Rebecca. Avez-vous besoin d'autre chose, juge Harrington? Demanda Michael, sa voix parfaitement professionnelle malgré le fait qu'il se tenait face à l'homme qui avait abandonné sa mère. James jeta un bref coup d'œil à Michael. Non, merci. Il marqua une pause, cherchant manifestement le nom du jeune homme. Michael Sullivan, monsieur. Je suis l'un de vos stagiaires de campagne. James hocha la tête distraitement, son attention revenant à Rebecca. Nous continuerons cette conversation plus tard, dit-il doucement. Après les discours. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur les valeurs familiales, répondit Rebecca, son ton doux mais significatif. Une lueur de malaise traversa le visage de James avant que son masque politique ne se remette en place. Il hocha la tête sèchement et s'éloigna, suivant la coordinatrice vers la scène. Michael resta derrière, ses yeux rencontrant ceux de Rebecca. « Ça va » murmura-t-il. « Parfaitement » l'assura-t-elle. « Va faire ton travail. »« Je vais bien. » Alors que Michael retournait à ses tâches, Rebecca trouva un siège près du fond de la pièce,
d'où elle pouvait observer sans être trop visible. De ce point de vue, elle pouvait voir Catherine Harrington la regarder, l'inquiétude évidente sur ses traits parfaits. Le programme officiel commença par des présentations du président de campagne, suivi d'un soutien élogieux du gouverneur actuel. Pendant tout ce temps, James maintint son expression composée et digne d'un homme d'État, bien que Rebecca remarqua que ses yeux parcouraient occasionnellement la foule, la trouvant, puis s'éloignant. Et puis Zoé commença à jouer. La campagne avait clairement demandé quelque chose de digne mais d'émotionnellement entraînant comme fond sonore pour l'entrée de James sur le podium. Mais Zoé avait choisi un morceau différent, une mélodie obsédante et complexe que Rebecca reconnut immédiatement. C'était le canon de Pachelbel, le morceau qui avait été joué lorsque Rebecca avait remonté l'allée à leur mariage, 23 ans plus tôt. James le reconnut aussi. Alors qu'il s'approchait du podium, son pas faillit presque imperceptiblement. Ses yeux trouvèrent Zoé au piano, puis se portèrent vivement sur Rebecca, la confusion évidente. Rebecca garda une expression neutre, bien que son cœur se gonflât d'amour pour le choix subtil et puissant de sa fille. Personne d'autre dans la pièce ne comprendrait la signification, mais James savait. Le rappel des vœux faits et brisés flottait dans l'air entre eux. Distingués invités, amis et sympathisants, commença James, sa voix exercée, chaude et confiante malgré son hésitation momentanée. Je me tiens devant vous ce soir, humble devant votre soutien et inspiré par votre foi en notre vision commune pour le Massachusetts. Alors qu'il poursuivait son discours, exposant sa plateforme et ses qualifications, Rebecca observait l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Il était doué pour ça. Le juste mélange de gravité et d'accessibilité, de conviction et d'humilité. Au cœur de ma campagne se trouvent les valeurs qui ont guidé ma vie et ma carrière, continua James. Intégrité, responsabilité, et par-dessus tout, la famille. Il désigna Catherine et leurs 2 enfants adultes assis au premier rang. Ma femme Catherine et nos enfants, Brandon et Jessica, me rappellent chaque jour ce qui compte vraiment dans ce monde. Les liens qui nous unissent, les engagements qui nous définissent. Rebecca ressentit un pincement aigu malgré elle. L'hypocrisie était à couper le souffle. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de dirigeants qui comprennent que des familles fortes construisent des communautés fortes, poursuivit James. Qui reconnaissent que les promesses que nous nous faisons les uns aux autres sont sacrées. Sa voix s'éteignit alors que ses yeux captaient un mouvement au fond de la pièce. Emma s'était déplacée pour obtenir une meilleure position pour les photographies, son appareil photo levé, l'objectif pointé directement sur lui. Un instant, James sembla transfixé par la jeune femme à l'appareil photo, quelque chose sur son visage le faisant perdre le fil de ses pensées. You. Il baissa les yeux sur ses notes. Nous avons besoin de dirigeants qui comprennent que le caractère se révèle dans la façon dont nous répondons aux défis. Ses yeux dérivèrent vers Michael, qui se tenait près du téléprompteur, sa posture attentive mais son regard direct et inflexible. De nouveau, James faiblit, une lueur de confusion traversant ses traits. Des dirigeants qui croient que notre héritage est défini par. Il s'arrêta de nouveau, son regard revenant à Zoé au piano, puis à Rebecca dans l'auditoire, puis de nouveau à Emma avec son appareil photo. Le public commença à murmurer, préoccupé par le bafouillement inhabituel du candidat habituellement impeccable. Rebecca vit le moment où le déclic se fit. Le moment où James réalisa qui étaient ces jeunes gens, ce que leur présence à ses côtés signifiait. Son visage pâlit légèrement, ses jointures blanchissant alors qu'il agrippait le podium. Notre héritage, continua-t-il, la voix légèrement tendue, est défini par nos actions, pas seulement par nos mots. L'ironie de sa déclaration flottait dans l'air, du moins pour les 5 personnes qui comprenaient tout le contexte. James se reprit, terminant son discours sous des applaudissements enthousiastes, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Rebecca et les 3 jeunes adultes dont la présence l'avait en déstabilisé. La pianiste, la photographe, le stagiaire attentif. 3 jeunes visages qui ne devraient pas être familiers, mais qui l'étaient d'une manière ou d'une autre, liés à la femme qu'il avait rejetée 20 ans plus tôt parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors que le programme officiel se terminait et que la foule se dispersait pour discuter, Rebecca resta assise, regardant James travailler la salle avec Catherine à ses côtés. Son sourire de politicien restait fermement en place, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux suivaient les mouvements de ses enfants dans la pièce. Finalement, comme elle l'avait su, James se dirigea vers elle,
cette fois avec Catherine à ses côtés. Rebecca, dit-il, la voix basse et contrôlée. Pourrions-nous parler en privé maintenant? Rebecca considéra la demande, puis hocha la tête. Bien sûr. Ils se dirigèrent vers une petite antichambre près de la salle de bal principale, Catherine les suivant bien qu'elle n'ait pas été explicitement invitée. Quand la porte se referma derrière eux, le sang-froid de James vacilla légèrement. « Qu'est-ce que tu fais exactement ici ?» demanda-t-il. « C'est une sorte de coup monté. » Rebecca Hauser ou Ensurse. J'assiste à un événement de campagne publique, James. Il n'y a pas de loi contre ça. Et ces jeunes gens? La pianiste, la photographe, le stagiaire. Ils sont avec toi, n'est-ce pas? C'est une sorte d'embuscade coordonnée? Ce sont mes enfants, dit simplement Rebecca. Et il voulait voir l'homme qui a un jour décidé que l'adoption n'était pas assez bien pour son image de famille. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Tes enfants? Tu as adopté? Oui, dit Rebecca en se tournant vers elle. 3 frères et sœurs qui avaient perdu leurs parents. Ils auraient été séparés dans le système de placement familial, mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Pas quand j'avais assez d'amour pour eux tous. James passa une main dans ses cheveux, son masque politique glissant davantage. Alors tu les as amenés ici pour, quoi? M'embarrassa? Perturba ma campagne? Non, dit Rebecca calmement. Ils sont venus ici parce qu'ils voulaient voir l'homme qui a rejeté leur mère parce qu'elle était stérile. L'homme qui prétendait valoriser la famille tout en abandonnant sa femme au moment où elle était la plus vulnérable. L'homme qui fait maintenant campagne sur les valeurs familiales et les engagements sacrés. Catherine S.L. Turner vers James, la confusion évidente. De quoi parle-t-elle, James? La mâchoire de James S.L. Crispa. Rebecca fait référence à la fin de notre mariage. Une histoire ancienne qui n'a aucune pertinence pour. Il m'a quitté le lendemain du jour où on m'a diagnostiqué une insuffisance ovarienne prématurée, dit Rebecca à Catherine, sa voix s'adoucissant malgré la dure vérité de ses paroles. Il a dit qu'il avait besoin d'enfants biologiques pour perpétuer son nom et son héritage. Que l'adoption n'était pas acceptable. Catherine dévisagea son mari, le choc remplaçant la confusion. C'est vrai, ça? Tu l'as quittée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant? C'était plus compliqué que ça. Dit James sèchement. Nous voulions des choses différentes. Le mariage ne fonctionnait pas. Le mariage allait bien jusqu'à ce que tu découvres que je ne pouvais pas te donner d'enfant biologique, corrigea Rebecca. En 6 mois, tu étais fiancée à Catherine. En 1 an, tu avais un fils en route. Catherine recula légèrement, comme si elle voyait son mari sous un nouveau jour. Tu ne m'as jamais dit que c'était pour ça que ton premier mariage avait pris fin. Ce n'était pas pertinent, insista James. C'était une autre époque de ma vie. La porte s'ouvrit et Michael entra, son expression inquiète. Maman, tout va bien. Rebecca sourit à son fils. Tout va bien, Michael. Le juge Harrington et moi étions juste en train de clarifier certains points d'histoire. Michael. James regarda entre eux. Teuta Pelles Michael. Michael Sullivan Morgan, répondit le jeune homme. Mon nom de naissance était Sullivan, mais maman a légalement ajouté son nom quand elle nous a adoptés. La porte s'ouvrit de nouveau et Zoé et Emma se glissèrent à l'intérieur, encadrant protectriquement leur mère. Et vous devez être la pianiste, dit James à Zoé, la voix tendue. Et la photographe. Je m'appelle Zoé, dit-elle doucement. Voici notre sœur Emma. James regarda les 3 frères et sœurs, puis Rebecca, la compréhension et l'incrédulité se livrant bataille sur son visage. Alors c'est pour ça que vous êtes ici? Pour me montrer que vous avez construit une famille malgré tout? Nous sommes ici parce que nous voulions voir l'homme qui pensait que la biologie était plus importante que le caractère, dit Michael, sa voix posée mais intense. L'homme qui se dit champion des valeurs familiales alors qu'il a abandonné sa femme quand elle avait le plus besoin de lui. Vous n'avez aucun droit de me juger, commença James, la voix durcissant. Vous ne savez rien d'eux. Nous savons tout, interrompit Emma. Nous savons que tu as épousé maman quand elle avait 25 ans. Nous savons que tu construisais déjà une carrière politique à l'époque. Nous savons que quand elle n'a pas pu avoir d'enfant biologique,
Tu l'as rejetée comme si elle était défectueuse et tu as épousé une femme plus jeune qui pouvait te donner les héritiers que tu voulais. Emma, dit doucement Rebecca en posant une main sur le bras de sa fille. Ça suffit. Catherine regardait James comme si elle voyait un étranger. C'est vrai, tout ça. Le visage de James rougit. C'était une autre époque de ma vie. J'étais plus jeune, plus concentrée sur certaines attentes traditionnelles. Tu m'as dit que ton premier mariage avait pris fin à cause de différends irréconciliables, dit Catherine, la voix creuse. Que vous vous étiez éloignés. C'était plus facile que d'expliquer les complexités de... De quoi? Interrompit Catherine. Du fait que tu as abandonné ta femme parce qu'elle était stérile. Elle secoua la tête, un rire amer s'échappant. Mon Dieu, l'ironie. James Franca les Zursels. De quoi parles-tu? Catherine jeta un coup d'œil à Rebecca et aux enfants, puis de nouveau à son mari. Nous devrions continuer cette conversation ailleurs. Un coup à la porte empêcha toute discussion supplémentaire. Le directeur de campagne passa la tête. Juge Harrington, le journaliste du Boston Globe attend pour votre interview, et plusieurs donateurs importants demandent à vous parler. James ajusta sa cravate, son masque politique se remettant en place. J'arrive tout de suite. Il se tourna vers Rebecca, la voix basse et urgente. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette conversation. Il n'y a pas de conversation, James, répondit Rebecca calmement. Nous ne sommes pas venus pour la confrontation ou le scandale. Nous sommes venus pour la vérité. Ta version de la vérité, marmonna-t-il. Dis-moi une seule chose que j'ai dite qui ne soit pas factuelle, le défia Rebecca. As-tu, oui ou non, quitté notre mariage spécifiquement parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant biologique? M'as-tu, oui ou non, dit que l'adoption n'était pas une option parce que tu avais besoin de ta propre lignée? Le silence de James fut une réponse suffisante. C'est ce que je pensais, dit Rebecca doucement. Va terminer ton événement de campagne, James. Nous ne perturberons rien de plus. Alors que James se tournait pour partir, Michael prit la parole. Juge Harrington, je présenterai ma démission du stage, avec effet immédiat. Je m'excuse pour tout inconvénient. James marqua une pause, étudiant le jeune homme sérieux. Vous êtes un organisateur doué. C'est dommage de perdre votre talent. J'ai beaucoup appris sur la politique pendant mon bref séjour avec votre campagne, répondit Michael, son sens clair. Plus que ce à quoi je m'attendais. James hocha la tête sèchement et partit, Catherine le suivant après un dernier regard hésitant vers Rebecca. Quand la porte se referma, Emma fut la première à parler. Tu as vu sa tête quand il a réalisé qui nous étions? Ça valait le coup. Totalement. La façon dont il a bafouillé pendant son discours sur les valeurs familiales, ajouta Zoé avec une satisfaction tranquille. C'était comme regarder la dissonance cognitive en temps réel. Rebecca regarda ses enfants, leur posture protectrice, leur indignation vertueuse en son nom, leur fierté non dissimulée d'avoir orchestré cette confrontation. L'amour la submergea. Je pense que nous avons accompli ce pourquoi nous sommes venus, dit-elle doucement. Il est temps de partir. Mais le gala n'est pas terminé, protesta Emma. Tu ne veux pas voir ce qui va se passer ensuite? Catherine semblait plutôt choquée par la vérité. Rebecca secoua la tête. Il ne s'agissait jamais de détruire le mariage ou la campagne de James. Il s'agissait d'affronter le passé et d'être vu. Nous l'avons fait. Maman a raison, dit Michael, toujours aussi pragmatique. Nous avons fait valoir notre point de vue. Avec dignité, comme convenu. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires et se préparaient à partir, Rebecca jeta un dernier regard autour de la pièce opulente qui représentait le monde auquel elle avait autrefois appartenu. Elle ne ressentit aucun regret, aucun désir pour la vie qu'elle aurait pu avoir. Seulement de la gratitude pour celle qu'elle avait construite à la place. Dans le hall, alors qu'ils attendaient leur voiture, une voix appela « Rebecca, attendez !» Ils se tournèrent pour trouver Catherine Harrington s'approchant seule, son élégante composure légèrement effritée. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle. « En privé, si possible. » Rebecca hésita, puis fit un signe de tête à ses enfants. « Montez dans la chambre, j'arrive tout de suite. » Quand elles furent seules, le masque soigneusement entretenu de Catherine s'effrita légèrement.
Je ne sais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle votre mariage avait pris fin. C'était il y a longtemps, dit Rebecca. Vous n'avez rien à vous excuser. Vraiment. Le rire de Catherine était creux. J'étais la remplaçante. Le modèle plus jeune et fertile. Vous aviez 22 ans, dit Rebecca doucement. Vous êtes tombée amoureuse d'un homme charismatique. Vous n'avez pas détruit mon mariage. Il était déjà terminé. Catherine la regarda avec quelque chose comme de l'émerveillement. Comment pouvez-vous être si gracieuse après ce qu'il a fait? Après ce à quoi j'ai, sans le savoir, participé? Rebecca réfléchit à la question. Parce que l'amertume est un poison qui ne blesse que celui qui le porte. Et parce que la vie que j'ai construite après James est plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer avec lui. Catherine hocha lentement la tête, puis regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules avant de reprendre la parole. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Quelque chose d'ironiquement approprié. Elle prit une profonde inspiration. Je lutte contre l'infertilité depuis 5 ans. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Quoi? Nous essayons d'avoir un 3e enfant, expliqua Catherine. James veut un bébé de campagne, parfait pour son image d'homme de famille. Mais ça n'est pas arrivé. Nous avons essayé des traitements, des spécialistes. On m'a diagnostiqué une infertilité secondaire. Aucune cause claire. Je suis désolée, dit Rebecca. Sincèrement. C'est un chemin douloureux. James a été moins que compréhensif, continua Catherine, la voix tendue. Il n'arrête pas de dire que nous n'essayons pas assez fort, qu'il doit y avoir autre chose que nous pouvons faire. Il refuse de considérer que cela pourrait ne pas arriver. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Inadäquate. Brisé. Toutes les choses que je suis sûre que vous avez ressenties il y a 20 ans. Elle essuya rapidement une larme. L'ironie ne m'échappe pas. L'homme qui a quitté sa femme parce qu'elle était stérile est maintenant confronté au même problème avec la remplaçante. Rebecca ressentit une vague d'empathie pour cette femme qui, sans le savoir, était entrée dans un schéma qui se répétait maintenant. Catherine, votre valeur n'est pas définie par votre fertilité. Aucune femme ne l'est. Je le sais intellectuellement, dit Catherine. Mais émotionnellement, quand votre mari vous fait clairement comprendre que c'est ce qu'il valorise le plus. Rebecca n'avait pas de réponse à cela. Elle avait fait face à la même réalisation dévastatrice 2 décennies plus tôt. Vos enfants sont remarquables, dit Catherine après un moment. Protecteurs, intelligents, accomplis. Vous avez manifestement fait un travail extraordinaire en les élevant. Merci, dit Rebecca. Ils sont la lumière de ma vie. Et la preuve évidente que la famille n'est pas une question d'ADN, ajouta Catherine doucement. C'est une question d'amour et d'engagement. Elles restèrent silencieuses un moment, 2 femmes liées par le même homme, le même rejet douloureux, à 20 ans d'intervalle. Que ferez-vous? Demanda finalement Rebecca. Catherine se redressa, retrouvant sa composure. Je ne sais pas encore. Mais vous voir ce soir, voir la famille que vous avez construite, la force que vous avez trouvée, ça a clarifié certaines choses pour moi. Elle offrit un petit sourire sincère. Merci pour ce cadeau inattendu. Elles se séparèrent par une poignée de main qui ressemblait à la fermeture d'un cercle. Alors que Rebecca regardait Catherine retourner au gala et aux côtés de son mari, elle ne ressentit aucun triomphe, aucune justification. Seulement un sentiment de paix tranquille. À l'étage, ses enfants attendaient avec anxiété. Qu'est-ce qu'elle voulait? Demanda Emma dès que Rebecca entra dans la pièce. S'excusa, dit simplement Rebecca. Et partager quelque chose de privé qui ne m'appartient pas de divulguer. Michael étudia son visage. Tu vas bien? Est-ce que tout ça était une erreur? Rebecca regarda ses 3 enfants, la famille qu'elle avait construite par amour plutôt que par biologie, la preuve que James Harrington avait eu tort sur ce qui comptait le plus. Non, dit-elle doucement. Pas une erreur. Un achèvement. Un cercle fermé. Une semaine plus tard, de retour dans leur maison de Chicago, un paquet arriva. À l'intérieur se trouvait un journal de Boston avec un petit titre. Le juge d'État Harrington suspend sa campagne sénatoriale, invoquant des priorités familiales.
La note d'accompagnement, manuscrite sur du papier cartonné crème, disait simplement « Certaines vérités, une fois vues, ne peuvent être ignorées. Merci pour votre grâce. C. » Rebecca rangea la note, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Pas de vengeance, pas même de justice exactement. Juste la vérité, enfin reconnue. Et pour elle et ses enfants, c'était suffisant. L'Odyssée de Rebecca Morgan, du chagrin d'amour à la guérison, nous rappelle que les vraies valeurs familiales ne se résument pas à des slogans politiques ou à des photos parfaites sur des sites de campagne. Elles consistent à être là, à choisir l'amour quand c'est difficile, à créer des liens qui transcendent la biologie.